Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je m'appelle Cyril Redeau, je travaille pour la société Classilio depuis 5 années maintenant. Donc, je suis chef de projet formation et collaboration à distance. Je travaille avec différents types de clients et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'animer cette conférence avec Sylvain Vaccarès, très très connu dans le métier, qui va nous parler en fait. Donc, pour la petite histoire, en fait, c'est un client historique de Classilio depuis maintenant 15 années. Donc, on peut dire quand même que là, le retour d'expérience va être très riche. Et il va vous présenter, en fait, Sylvain, l'évolution de la classe virtuelle au sein de Parcours Long. Voilà, Sylvain, je te laisse la parole. Ok, merci Cyril. Donc voilà, donc moi je m'appelle Sylvain Vaccarès, donc je suis le responsable pédagogique du master ingénieur en information qui donc est délivré à l'université de Rennes 1 depuis 2005 maintenant, donc ça fait 15 ans. Donc c'est un master qui est ouvert à la formation continue, donc les gens sont essentiellement à distance, même s'il y a quelques regroupements. Et donc, on utilise massivement les outils synchrones et asynchrones. Et ici, évidemment, je vais vous parler plutôt de la partie synchrone. Bon, par ailleurs, je travaille aussi pour des entreprises. Donc, j'utilise aussi la classe virtuelle dans les deux champs. Si vous avez des questions par la suite, je pourrais aussi répondre sur ce point-là. Alors, la classe virtuelle aujourd'hui à l'université de Rennes, en tous les cas pour les projets sur lesquels j'interviens, ça représente donc deux grandes formations, le master ingénierie formation, et puis la formation à l'agrégation en économie-gestion qui, elle, se passe quasiment intégralement à distance. Et ça représente à peu près 600 personnes en fait, qui vont suivre une cinquantaine de sessions de 2 heures sur leur cursus, sur 7 mois à peu près, 7-8 mois. Donc là j'ai mis par an, mais en fait ça redémarre tous les ans, mais ça dure que 7-6 mois. Il y a à peu près donc, de 200 sessions organisées chaque année. Donc on a une utilisation assez intensive et les gens sont répartis vraiment partout. On a des gens sur tout le territoire, à l'étranger, enfin vraiment dans n'importe quel fuseau horaire. Voilà, donc pourquoi on a été amené à utiliser les classes virtuelles dans le cadre d'une formation de ce type-là, qui sont des formations longues. D'abord, la première chose, c'était de pouvoir accueillir des étudiants ou des gens qui voulaient se former, quel que soit le lieu où ils habitaient. Donc nos apprenants sont situés dans le monde entier. Après, sur le cas du master ou sur l'agrégation, il nous faut des profils d'intervenants qui sont pointus. Et donc, on est situé à Rennes. Et moi-même, j'habite pas du tout à Rennes. Et donc, c'est pas toujours simple en fait de faire venir les gens à Rennes le soir pour 2 heures. Voilà. Donc là, on peut avoir des intervenants qui sont situés au Canada, en France, enfin n'importe où, et ils peuvent intervenir facilement. Ça, c'était vraiment les éléments clés du départ. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des dimensions pédagogiques, parce que là, c'est plus pratique, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Les dimensions pédagogiques, c'était que dans les formations que l'on propose, il y a toujours une partie présentielle pour un certain nombre d'activités qui sont nécessaires. Par exemple, sur l'agrégation en ligne, on prépare les gens au concours et donc on les prépare à l'oral et ils passent des oraux et il faut qu'ils les passent en vrai. Donc, comme dans la salle, dans les mêmes conditions avec un vrai jury. Donc ça peut se faire que en présentiel. Dans le master, on a tout un tas d'ateliers, on apprend aux gens à animer des réunions, par exemple, de conception, des choses comme ça. Et donc, il faut qu'ils animent réellement, il faut qu'ils vivent réellement les outils qui sont des outils, là, pour le coup, physiques présentiels. Donc, on a du présentiel, on a de la synchrone, parce que les gens apprennent leur rythme, évidemment, c'est tout l'intérêt de la formation en ligne. Et puis, on a aussi le synchrone qui va permettre, entre les différents regroupements, de proposer une activité synchrone avec des échanges, avec des activités en ligne qui vont se faire tous ensemble de manière aussi à avoir une cohésion de groupe et à maintenir l'attention des personnes et les laisser sous tension finalement en fait pendant leur formation. Donc c'est à la fois finalement la complémentarité, c'est à la fois la complémentarité avec les autres outils et aussi l'idée de donner du rythme à la formation, notamment sur des formations longues. L'objectif c'est d'avoir aucun abandon. Sur le master, on n'a pas d'abandon. Voilà, sur des formations avec des gens qui travaillent à plein temps sur des programmes extrêmement ambitieux, en fait, extrêmement volumineux sur un an. Alors les plus-values en fait qu'on constate à l'issue de l'utilisation de la classe virtuelle, ces 15 ans d'expérience, d'abord c'est qu'on augmente l'audience, c'est-à-dire que grâce à ce système-là, on arrive à diplômer, on arrive à conduire les gens au succès, et ça se sait en fait. Donc on a démarré, on était quelques-uns. Aujourd'hui, dans le master, on a 198 personnes en liste d'attente, donc sur un master en ligne
ligne pour des gens qui travaillent. Donc on a une vraie audience en fait qui a largement augmenté et qui est due au fait que grâce à ce système de classe virtuelle, en complément du reste bien sûr, les gens sont sûrs d'accéder à la formation et d'arriver au bout. Dans le cas de l'agrégation en ligne, 100% des agrégés sortent de cette formation. Donc si vous voulez, très vite, les gens sont venus là si vous voulez avoir l'agrég. Donc on a bien une diminution du décrochage en fait. C'est ça l'enjeu. C'est de dire à partir du moment où on met en relation les gens de manière ponctuelle avec un vrai jalon, un vrai rendez-vous et qu'on leur propose de véritables activités en ligne, les gens viennent. Et comme ils viennent, eh bien, ils ne décrochent pas. L'asynchrone, c'est très exigeant pour les gens. La plupart des gens ne peuvent pas. Un être humain, quand même, globalement, à 95% des cas, va avoir du mal à suivre une formation asynchrone, uniquement asynchrone, en fait, qui dure 7 mois et qui lui prend, je sais pas, 700 ou 800 heures en fait, sur 6 mois. Quoi. Ça va quand même être très compliqué. Faut être câblé vraiment très particulièrement. Là, avec les classes virtuelles, il y a ces rendez-vous en fait, qui vont créer la notion de socialisation, de groupe, le sentiment de groupe, et ça va aussi poser des jalons en fait, qui vont permettre aux gens d'avoir des rendez-vous et de suivre finalement et d'être toujours dans le rythme de la formation. Alors ça peut être plus ou moins important, pour vous donner quand même quelques éléments concrets. Dans le master, c'est 3 classes virtuelles par semaine, 2 ou 3 classes virtuelles par semaine, pour vous donner les idées de volume. Donc c'est 2 heures, c'est de 21h à 23h. D'ailleurs, dans les avantages que je n'ai pas cités, ça permet de faire des cours de 21h à 23h à l'université, ce qui n'est pas possible puisqu'elle est fermée, l'université, à cette heure-là, mine de rien. J'y ai pas pensé, mais là, ça me revient. Et puis, voilà, et la grecque, c'est un petit peu moins que ça, mais enfin, il y en a toutes les semaines quand même. Donc, on parle de jalons puissants quand même. Et puis, ça accroît l'efficacité pédagogique parce qu'on va pouvoir faire des activités qu'on ne peut pas faire en asynchrone, en fait. On peut mettre des gens à travailler, à produire quelque chose en sous-groupe. On utilise, par exemple, la fonctionnalité dans VIA, dans Classilio, sur la plateforme qui permet de répartir les gens en sous-groupes. On a des groupes de 50 personnes, hop, on les répartit dans 10 salles, on leur donne une mission à réaliser, ils sont répartis en groupes de 5, ils produisent des choses, crac, ils le présentent au groupe, en fait, comme on ferait une salle de sous-commission en salle. Donc on peut les rendre réellement acteurs, et les gens, comme ils viennent souvent dans l'outil, ils savent très bien s'en servir, en fait. Dès les 2-3 premières séances, en fait, tout le monde est capable d'être animateur, peut prendre en charge son groupe, a compris tous les outils, est capable de produire en collectif, etc. Il n'y a vraiment aucun problème. Et ça accroît l'efficacité pédagogique de manière claire, puisqu'on peut faire produire les gens à distance, en synchrone, et faire une évaluation, faire une restitution en direct, en fait, à partir de ce qu'ils ont produit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très efficace, pour lequel on n'a pas d'autres outils pour le moment pour faire ça. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Sylvain, en plus des activités multiples et interactives et pédagogiques, bien entendu, pour améliorer la formation. Aujourd'hui, on observe que la classe virtuelle est de plus en plus utilisée, quel que soit le client, que ce soit pour l'université de Rennes 1, mais d'autres aussi, pour le tutorat. C'est-à-dire que là où on faisait des rendez-vous téléphoniques hebdomadaires avec un apprenant qui était en difficulté sur un parcours tout distanciel, eh bien aujourd'hui, en fait, on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir caler un vrai rendez-vous en classe virtuelle pour peut-être télécharger un document, une soutenance qu'il sera en train de préparer pour pouvoir l'aider. Donc là, la position du formateur change aussi. Donc l'enseignant présentiel devient animateur de classe virtuelle, formateur comme vous voulez, mais on a une notion d'accompagnement qui est toujours aussi très prégnante et qui va faire sur des parcours longs et distanciels où parfois on est en échec. C'est un mode d'apprentissage qui n'est pas évident, surtout quand on est en situation professionnelle. Et le tutorat est aussi une vraie clé de réussite pour toutes les formations, que ça soit, j'imagine, pour le master MFEG, mais pour d'autres. Et ça, c'est quelque chose que l'on observe un peu partout, quelle que soit la structure, quelle que soit son ampleur. En réalité. Donc des chiffres officiels nous disent aujourd'hui que des responsables pédagogiques, des responsables formation vont utiliser la classe virtuelle dans le cadre du tutorat à hauteur de 34%. Et ça augmente chaque année. Donc c'est un facteur fort. On n'y pense pas toujours quand on s'initie à un nouveau projet de classe virtuelle de digitalisation de la formation. Mais le tutorat fait partie intégrante maintenant des cursus et la classe virtuelle peut être un outil précieux pour cela. Oui, tout à fait. Et même pour compléter ce que tu viens de dire, un truc que je n'ai pas précisé, dans le cas du master, les soutenances de mémoire se font exclusivement en classe virtuelle. Alors vous allez me dire, on pourrait faire venir les gens au jury. Les gens qui passent le master, forcément, ils sont motivés, ils viendraient. Même si on les convoque à l'autre bout de la Terre, ils finiront par venir. Par contre, leurs tuteurs, en fait, là où ils travaillent,
là où ils ont fait leur projet. Eux, on ne va pas les déranger pour 20 minutes de soutenance. Voilà, ils ne vont pas aller de Marseille à Rennes pour 20 minutes. On ne les aura jamais. Donc en fait, ce que l'on a, nous, comme on est en classe virtuelle, on a 100% des tuteurs qui sont présents. Et c'est très important parce que d'abord, quand les gens font leur projet à l'intérieur de leur entreprise, leur tuteur est souvent leur manager, et ça permet de valoriser cette expérience et cette formation auprès de leur environnement de travail. Ils peuvent inviter qui ils veulent. Nous, ça nous permet évidemment d'avoir des contacts avec ces gens-là, d'être toujours en phase avec le terrain, ça c'est très important. Et puis, quand ce sont des gens qui sont en insertion professionnelle ou en reconversion, eh bien, ça permet d'avoir un véritable contact avec éventuellement un futur employeur. Il y a beaucoup de gens actuellement qui sont embauchés à l'issue de leur période de projet à l'intérieur de l'organisation où ils sont. Donc ça, on ne peut pas l'avoir en fait. En présentiel, je connais personne qui a 100%. On ne fixe pas la soutenance s'ils ne sont pas là. Et c'est pas possible qu'ils ne trouvent pas 20 minutes. Et on peut le faire la nuit, le dimanche. On les fait n'importe quand, hein, les soutenances, peu importe, parce que c'est en classe virtuelle. Donc on peut s'adapter au fuseau horaire. Enfin, le jury se réunit quand il veut. Hein. Donc ça, on est capable de le faire. Alors, ça nous donne... Au début, on a toujours une idée quand on utilise la classe virtuelle. On se dit, tiens, je vais faire, je sais pas quoi, un cours de ceci. On a toujours une bonne raison pour y aller au départ, en fait. Hein. Je vais toucher des gens que je ne peux pas toucher à cause de la dispersion géographique, etc., etc. Puis après, quand on commence à l'utiliser, on se rend compte qu'il y a des tas d'usages qui arrivent, en fait. Le tutorat dont tu parlais, les soutenances par exemple, hein, ça on l'a fait très vite, et on se rend compte en fait que de plus en plus on utilise la classe virtuelle en fait pour des usages qui sont pas ceux qu'on avait imaginés au départ. On utilise de plus en plus par exemple la classe virtuelle en libre service, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un formateur en fait dans la classe virtuelle. C'est pas nécessaire qu'il y ait un formateur dans la classe virtuelle. On peut très bien faire des classes virtuelles dans lesquelles en fait il y ait uniquement des apprenants qui travaillent ensemble en mode collaboratif par exemple. On peut même faire de la classe renversée, où c'est les formés qui font le cours, en fait, hein, qui produisent le contenu et qui invitent le formateur comme dans le public. Ça fonctionne très bien, ça. On peut imaginer des jeux hein, en classe virtuelle, en donnant des missions, les gens vont chercher des choses, ensuite ils reviennent. Voilà, on peut faire des serious games, on peut faire tout un tas de choses, en fait, hein, parce qu'on a finalement un espace virtuel avec un ensemble de fonctions, et que si on imagine des scénarios un peu sophistiqués, quand on commence à bien maîtriser le produit, et ça vient très vite, on le maîtrise très très vite, après on a juste l'imagination finalement comme limite. Hein. Et ça, on l'a vu se développer. Et d'ailleurs, la demande vient des apprenants eux-mêmes. Ils disent, mais pourquoi on ne ferait pas ça, pourquoi on ne ferait pas ça, pourquoi on ne ferait pas ça. De plus en plus, en fait, hein, on a donc un outil qui finalement devient une espèce de salle dans lequel finalement chacun peut entrer, qui est à disposition et dans lequel on peut se réunir. Et c'est un endroit où on peut être ensemble, en fait, réellement ensemble, en même temps. Le forum joue ce rôle-là, mais le forum, c'est asynchrone. Donc, je vais poster un post, je vais attendre, je sais pas, 2 heures, 3 heures, 2 jours, qu'on me réponde, etc. Donc, c'est pas du tout le même type de conversation, c'est pas du tout le même type de contenu qu'on va passer. Donc c'est vraiment... L'évolution, elle va vraiment... j'allais dire, c'est un peu l'apprenant finalement qui s'approprie de plus en plus les outils pour les mettre à sa main. On fait des exposés, on fait des tas de choses en fait, hein, des restitutions en classe virtuelle, ça fonctionne très bien. Donc voilà ce qu'on peut noter en tous les cas sur les évolutions. Aujourd'hui, moi j'aurais du mal, je vois pas comment je ferais sans. On peut faire sans, hein, bien sûr. Avant je faisais, hein, mais là, maintenant, si vous voulez, pour retrouver ce niveau-là, je ne vois pas comment je pourrais faire. Même en présentiel. Hein. Sans en présentiel, ça ne donnera jamais ça. Hein. Donc, il y a un vrai intérêt. Voilà, alors après, voilà, en termes d'éléments clés, hein, le facteur différenciant, évidemment, hein, quand on a une offre, le fait de pouvoir proposer un service synchrone à distance, c'est quand même un vrai atout quand on est offreur de formation. L'université vend ses formations, ses masters. C'est évidemment un facteur différenciant. Je vous ai dit, l'agrég, il n'y a plus d'autres formations à l'agrégation en économie-gestion maintenant, parce que les autres n'y arrivent pas, quoi. Donc c'est facile à prendre en main par les équipes. C'est un outil, je ne l'ai pas évoqué, mais les formateurs se voient dedans. C'est quand même l'avantage. C'est qu'on peut rentrer par un schéma assez traditionnel, où c'est pas l'apprenant qui fait le cours pour le prof. On peut rentrer dans un schéma où c'est le prof qui fait le cours. Et du coup, il voit où il est. Alors que dans la plateforme e-learning, il voit pas où il est, le prof. Hein. Il a vraiment un problème de situation. Donc ça fait pas peur, la classe virtuelle. C'est des gestes techniques un peu différents, mais ça fait pas peur. Il voit bien où il est positionné, en fait, par rapport aux apprenants. Il voit bien qu'il est dans la salle. Dans un forum, il n'a pas toujours l'impression d'être là. Hein.
Donc il est clairement identifié. Et puis après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut quand même s'approprier les techniques d'animation au travers de ces outils-là. Il y a comme une médiation technique. C'est pas comme là, je vous vois, j'ai un retour visuel, par exemple. En fait, je vois si quand je parle, vous avez l'air, je sais pas, de comprendre ce que je dis, si vous faites des grands yeux ronds, etc. Enfin, voilà. Donc mon cerveau interprète tout ça. Quand vous êtes en classe virtuelle, on n'a pas ça, on n'a pas ce retour-là. Donc ça veut dire qu'il faut il y a des gestes spécifiques. Par exemple, il faut demander l'avis aux gens régulièrement. Il faut détecter des signaux faibles qui ne sont pas les mêmes. Il faut s'habituer à ça. C'est pas très compliqué pour un formateur classique. Franchement, il rentre dedans assez facilement. Par contre, il faut simplement qu'il soit accompagné et qu'il soit un petit peu formé, voilà, accompagné par des pairs. Aujourd'hui, ça se fait à l'université. Ça se fait par... Il n'y a pas de formation à proprement dit. Comme il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, en fait, les nouveaux sont intégrés et sont coachés par des gens qui arrivent, enfin par des anciens plutôt, ceux qui arrivent. Et donc la première classe virtuelle, ils la font avec un collègue, et puis voilà, il les prépare un peu avant, il les assiste à la première classe virtuelle, et puis après, on en fait une comme ça, puis après c'est fini. Hein. Après les gens se débrouillent, ça marche très bien. Il y en a certains qui n'ont même pas besoin. Hein. Donc voilà, vous utilisez Skype, vous utilisez je sais pas quoi, Hangout, vous avez déjà quand même de l'expérience de la visio, des choses comme ça. Voilà, donc une petite ingénierie, et puis une petite formation, un accompagnement nécessaire quand même, mais assez léger. Voilà, je ne sais plus trop je crois que c'était tout. C'était je vais rebondir là-dessus justement pour terminer, puisque là, sur l'université de Rennes 1, en master MFEG, on forme des ingénieurs en digital learning. C'est vrai. C'est quand même déjà un public averti, donc forcément, en interne, les ressources sont là. Ce qui n'est pas le cas de tous nos clients, bien évidemment. Donc l'équipe Classilio est bien évidemment là pour vous aider en amont de votre projet. On va discuter avec vous et on va identifier ce qui va vous convenir, le gap à franchir éventuellement. Et bien sûr, nous vous accompagnons et nous vous formons. Donc sur l'aspect technique et fonctionnel. Pourquoi technique? Parce que quand on fait de la distance, il y a une dimension technique à prendre en compte, ne serait-ce que le réseau. Est-ce que je suis dans une entreprise qui a un réseau très, très sécurisé? Donc, on a des outils de diagnostic intégrés à notre outil qui vont nous permettre déjà en amont de savoir si le projet va pouvoir se mettre en place très facilement ou si on va devoir mener des petites actions en partenariat avec la DSI ou le service informatique. Donc, vous n'êtes pas tout seul dans cette phase en amont de mise en place du projet. Et bien évidemment, on a des formations fonctionnelles où on va vous aider à prendre en main l'outil. Donc sur le plan fonctionnel, qu'est-ce que j'ai à ma disposition dans Classilio pour faire court? Donc là, on est vraiment sur l'outil. Et aussi, bien évidemment, des formations en ingénierie pédagogique. Si vous avez besoin de transformer en fait un module présentiel en distanciel, vous avez besoin d'aide, on est là pour vous y aider aussi. On est tous retour d'expérience, on est tous formateurs de métier ou chefs de projet e-learning. Aujourd'hui, on distribue cette solution sur un public extrêmement varié. Ça va du formateur indépendant tout seul qui a envie du coup d'étendre un petit peu, de cibler une clientèle plus vaste plutôt que sa région, qui est fatiguée par les déplacements. Donc ça va du formateur indépendant à la PME, à la TPE, la PME, un centre de formation, un service formation au sein d'un groupe. Et puis après, effectivement, des ministères, des universités. Donc on a un panel public très grand. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas parce que là vous avez une conférence avec un très beau retour d'expérience de l'université de Rennes 1 que ce n'est pas possible de le mettre en place à beaucoup plus petite échelle. Et vous aurez exactement les mêmes outils. C'est-à-dire que vous pourrez éventuellement créer des ateliers, mais vous pouvez aussi optimiser votre outil pour faire aussi des réunions, des webconférences. Après, l'usage, il est grand. Comme le disait Sylvain, on a une idée de départ, mais au final, après, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut dédier la classe virtuelle à la pédagogie, mais après, on peut aussi l'utiliser pour nos réunions, de façon à avoir qu'un seul outil. Et ce qui est intéressant, à titre personnel, puisque je l'ai déjà vécu dans une autre ancienne vie, c'est que l'équipe dirigeante qui utilise du coup une classe virtuelle qui est en prod, on va dire en formation, c'est pas mal. On voit aussi comment ça se passe et ce qui se passe dans la vraie vie et pour nos apprenants. Et il n'y a pas de restrictions et de craintes à avoir par rapport excusez-moi le terme, au niveau des gens qu'on va former en classe virtuelle. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'utiliser un outil bureautique, je parle de gens qui sont en reconversion professionnelle, niveau 5, niveau 6, ça pose pas de problème. C'est une question, encore une fois, d'accompagnement. Le tutorat fera partie de la formation et c'est garant de réussite.
Donc on peut aujourd'hui créer des formations distancielles pour des formations Master 2 MFEG, mais aussi pour des CAP, des BEP ou tout autre type de formation. Il n'y a aucun frein à avoir là-dessus. Voilà, c'était ma petite conclusion et on est disponible pour des questions-réponses. Avez-vous des questions? Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Quel conseil donneriez-vous à des intervenants qui ont une certaine expérience, un certain âge et qui sont assez réfractaires à la digitalisation de leur contenu? Alors, en réalité, la classe virtuelle, c'est une réponse intéressante à ça. À l'université, j'en ai quand même beaucoup. Hein. Donc là, ils ont toujours peur de perdre quelque chose. Donc là, ils perdent rien, puisqu'ils sont là. Donc c'est l'intérêt du synchrone, c'est que ça ne se passe pas quand ils ne sont pas là. Et ça, c'est quand même assez rassurant. Et après, il y a quand même la médiation technique auquel il faut faire attention. Alors, Cyril nous disait, bon, faut être accompagné, etc. J'en ai parlé tout à l'heure aussi, hein, c'est important. Et il y a cette dimension-là, mais si on veut habituer les gens, il faut les amener à travailler avec, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément qu'ils animent tout de suite avec, mais c'est un outil pour faire des réunions, c'est même un outil pour faire du recrutement, en fait. Hein. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire du recrutement aussi, puisqu'on ne prend pas tout le monde, on sélectionne les gens dans les formations, et donc pour faire des séances de recrutement, ça peut être pratique d'utiliser ça pour faire, par exemple, travailler les gens ou leur faire présenter quelque chose, faire un petit exercice, etc. Donc, et ça c'est une autre utilisation. Et après, assez naturellement, les gens vont l'utiliser dans leur propre contexte de formation, parce qu'ils vont voir ce qu'ils peuvent en tirer. Ce qui est important, c'est d'arriver à ce que les gens imaginent ce qu'ils vont pouvoir faire avec, en fait, et comment ils vont se positionner. C'est la réponse, c'est ça qui fait peur dans le digital learning, souvent, aux intervenants, en fait. C'est pas forcément qu'une question d'âge, hein, faut se méfier. Oui. Une question ici. Bonjour, une petite question. Donc là, c'est en live, on peut le faire concrètement, mais oui. Pour les personnes qui voudraient accéder au contenu que vous allez proposer à un autre moment, est-ce que le contenu reste disponible ? Oui, bien sûr. Et donc, on peut y accéder. Tous les supports qui sont utilisés. Et il y a même, alors c'est une fonction que je n'ai pas évoquée, mais il y a des enregistrements qui sont possibles. Donc nous, on a par exemple des gens qui sont dans des fuseaux horaires où c'est un petit peu compliqué. Si vous êtes au Vietnam, les classes virtuelles à 21h, voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Donc 3 fois par semaine, donc ils ont du mal à les suivre toutes. Même la réunion, 3 heures de décalage, ça commence à minuit. Tous les jours, quand vous travaillez, c'est un peu dur, quand même, à minuit, 2 heures du matin tous les jours. Et donc on enregistre de manière à ce que les gens puissent accéder au contenu. Alors après, ça dépend de l'activité que vous faites. Hein. C'est comme si vous faites un atelier en salle et que les gens produisent dans l'atelier. Voilà, la restitution, ils n'auront pas forcément participé à l'expérience elle-même. L'expérience est formatrice, mais c'est une expérience un peu dégradée. Voilà. Un autre usage que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais quand on fait des regroupements et que les gens ne peuvent pas venir au regroupement parce qu'ils habitent à l'autre bout du monde, eh bien on leur fait le regroupement en même temps que les autres en utilisant la classe virtuelle. On projette la classe virtuelle dans la salle et quand on demande des activités à faire, il y a un tuteur qui s'occupe d'eux à distance. Ils voient en fait les restitutions qui sont faites par les groupes qui ont travaillé dans la salle et eux, ils présentent leur travail qu'ils ont fait à distance avec des outils équivalents, mais évidemment en ligne, forcément, parce qu'ils ne sont pas ensemble, et ils le présentent à l'intérieur de la classe virtuelle et donc ils participent réellement au groupement. Ça, c'est quelque chose qui est assez fantastique parce que ça fonctionne très très bien, très très bien. Vous avez d'autres questions ? Oui, pardon. Hop. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment vous faites pour les problèmes de débit Internet, puisque vous avez des gens partout dans le monde et donc les gens sont connectés chez eux puisque c'est à des horaires un peu particuliers. Ou comment vous fonctionnez ? C'est vrai que nous, à l'université, les gens souvent sont connectés chez eux, mais ce qui ne résout pas forcément les problèmes de débit, parce qu'il y a des zones blanches, même pas forcément à l'autre bout du monde. Moi, j'habite en Normandie, à 5 km de chez moi, il n'y a même pas le téléphone portable. Donc on ne va même pas passer en 4G ou je ne sais pas quoi, il n'y a rien. Donc voilà, donc les gens, par contre, savent que la classe va avoir lieu à cette heure-là, donc ils s'organisent. On y arrive toujours quand même. Évidemment, il faut un débit suffisant pour faire la classe virtuelle, sinon ça ne marche pas. Mais franchement, on y arrive toujours. Et s'il y a un problème un jour, le fait que ce soit enregistré permet à quelqu'un qui rate la séance d'en bénéficier quand même. Moi, j'en anime beaucoup. Je suis un peu un spécialiste de ça. Ceux qui sont dans la salle qui me connaissent vont rigoler, mais
Moi, j'arrive pas à être à 21h. C'est très compliqué pour moi. J'ai pas fini. Je suis toujours en déplacement, etc. Donc, j'en fais énormément dans la voiture, dans les gares, partout. J'en ai fait en fait. En tant qu'animateur, ça marche très bien. Si vous avez un téléphone pour connecter votre machine, ça fonctionne n'importe où. J'en ai fait sur les parkings du supermarché, vraiment partout. Il faut savoir qu'on est arrivé à faire des classes virtuelles il y a 20 ans avec les modems branchés sur le téléphone. Oui. Donc, Oui, tout à fait. Donc je rebondis sur ce que dit Sylvain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un outil intégré dans notre solution qui permet de tester à la fois le réseau en termes de sécurité, le débit. Donc on peut prendre des actions correctives et éventuellement se mettre après sur des spots un petit peu différents. Et moi, mon expérience personnelle, j'ai enseigné dans l'Orne et j'avais des gens qui étaient mal lotis. Et en fait, une de mes stagiaires allait, vous allez rigoler, dans un McDo. Parce qu'il y a les fameux points et ça marchait parfaitement. Donc, et pour reprendre le public jeune aussi, donc pas d'ordi, public un peu défavorisé, mais quand même téléphone portable. Donc application mobile, complètement responsive design. Donc pas de problème. Toujours une solution. Ouais, ça on y arrive, franchement on y arrive. Ouais. Donc bonjour, j'avais une question sur les taux de mémorisation. C'est-à-dire que c'est souvent la remarque que j'ai de la part des métiers. Est-ce qu'on est sûr qu'on retient aussi bien après une classe virtuelle qu'après un présentiel? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? J'ai pas d'études scientifiques là-dessus. En revanche, il y a un truc qu'on constate quand même, c'est qu'on est beaucoup plus fatigué après 1 heure de classe virtuelle qu'après 1 heure de salle. Très nettement plus fatigué. Par exemple, les classes virtuelles de 21h à 23h, je peux dire que je ne peux pas aller me coucher derrière. Alors que là, je vous parle, si j'ai besoin d'aller dormir dans 5 minutes, je dormirai. Après une classe virtuelle, on ne peut pas. L'intensité, même l'intensité de ce que je fais là, n'a rien à voir avec l'intensité d'une classe virtuelle. Donc le niveau d'engagement qui est lié à la distance, je pense que notre cerveau en fait réagit par rapport à ça, fait que les gens sont très impliqués. Après, les gens sont chez eux. Donc moi je suis en concurrence avec tous les matchs de la Coupe d'Europe par exemple. J'ai fait des classes virtuelles le jour de la finale de la Coupe d'Europe. Donc voilà. Et donc les gens regardent la Coupe d'Europe en même temps que moi. Voilà. Enfin pas moi je la regarde pas parce que quand j'anime je peux pas. Mais je m'en fous en plus. Mais pour le coup je sais. Je leur demande juste d'intégrer le score dans le chat pour pouvoir. Il faut sortir maintenant, monsieur. Bon. J'arrête. Je suis désolé. On pourra continuer. Oui, les intervenants sont là journée, sur le salon pour répondre à vos questions. Demain. Merci beaucoup des échanges. Et de Si votre vous avez présence. des questions, nous sommes sur le stand A20 pour moi et Sylvain en D70. Et je vais demander aux Merci. intervenants suivants de venir prendre place.